Bonjour, je suis Charlotte et vous souhaite la bienvenue dans La Tête de l'Emploi, le podcast d'Hippolyte RH qui décrypte les enjeux majeurs du monde de demain. Immergé dans un contexte socio-économique mouvant et confronté à la transformation digitale du monde professionnel, le RH doit de plus en plus intégrer une dimension stratégique à son travail quotidien. Il lui est désormais demandé d'adopter une vision long terme et sa politique de recrutement et de gestion du capital humain doit contribuer à l'amélioration des performances de l'entreprise. Avant considérés comme simples gestionnaires administratifs du personnel, les métiers RH ont maintenant un rôle clé de business partner. Les fonctions RH sont aujourd'hui au cœur du développement des entreprises. Leurs enjeux sont multiples. Transformation digitale, marque employeur, flexibilité, soft skills, mobilité interne, QVT et leadership. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Benoît Paxeux. Bonjour Benoît. Bonjour Charlotte. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce 4e épisode de La Tête de l'Emploi. Benoît, vous êtes directeur du développement RH de Kiloutou et vous êtes chez Kiloutou depuis maintenant 17 ans. Alors, en entrée de jeu, j'ai toujours coutume de poser une première question à mes invités un peu personnelle. Pourquoi avoir choisi les RH ? Alors la RH est arrivée chez moi un peu tardivement puisque c'est en licence. J'ai été amené à rencontrer un prof de RH et c'est à cet instant-là où j'ai compris ce que j'avais envie de faire parce que comme beaucoup de jeunes, je cherchais un petit peu ma voie, c'est-à-dire que j'étais plutôt dans une filière assez généraliste en me disant tiens, à la sortie, vers quel métier je vais aller. Et cette rencontre, ça a été pour moi un déclic et derrière, c'est ce qui m'a permis d'enchaîner avec des stages spécialisés dans le domaine des ressources humaines et ça m'a permis de me conforter et de confirmer l'envie que j'avais de poursuivre dans cet univers-là. D'accord. Alors, avec ce recul que vous avez, on vient de le dire, vous avez 17 ans de métier chez Kiloutou. Quel regard vous portez aujourd'hui sur votre métier ? Est-ce que vous diriez qu'il est plus difficile qu'il y a quelques années ? Est-ce que l'intégration d'une dimension stratégique le rend finalement plus enrichissant ? Alors c'est toute l'ambiguïté du métier, c'est-à-dire qu'on vous demande à la fois de regarder les temps lointains, vous parliez du long terme, mais ensuite il faut gérer le quotidien. Je vais m'expliquer, personne n'avait prévu la crise sanitaire, personne n'a prévu la guerre en Ukraine et tout ça a des impacts humains, des impacts psychologiques, des impacts économiques sur l'univers de l'entreprise. Et forcément, à un moment, ça touche aussi les ressources humaines. Et c'est cette difficulté à gérer le temps court et le temps long qui en fait à la fois sa richesse, mais aussi sa complexité. D'accord. Donc aujourd'hui, finalement, c'est un peu plus, c'est enrichissant par le côté humain et le challenge que cela représente, mais il y a plus de difficultés, vous diriez, qu'il y a quelques années où peut-être vous étiez plus dans les ressources humaines, plus des gestionnaires administratifs qu'aujourd'hui où il y a cette dimension de réflexion plus large et plus... Alors le gestionnaire administratif, ça a été le fruit d'une histoire, c'est-à-dire ça se cantonnait entre guillemets à la paye, à la gestion administrative du personnel, et puis autour est venu se greffer le recrutement, la formation, la gestion de carrière, aujourd'hui la QVT, l'expérience collaborateur, la diversité, l'inclusion, voilà. Les sujets sont beaucoup plus nombreux et j'ai coutume de dire il y a une dimension quanti qu'on peut retrouver dans le contrôle de gestion sociale, dans la rémunération, dans la paye, et puis une dimension plus quali et généralement c'est ce qui englobe plutôt la partie développement RH. D'accord. Ce bouleversement, vous en avez parlé, mais que les métiers RH connaissent aujourd'hui, comment l'avez-vous abordé chez Kiloutou ? Je pense que une des forces que l'on a chez Kiloutou, c'est l'adaptabilité, et donc tout va plus vite, tout s'accélère. La digitalisation est un phénomène qui accroît cette dimension-là, et puis on voit bien aussi que les exigences des salariés, des candidats évoluent aussi, et ça la RH doit en tenir compte et doit pouvoir s'adapter aussi à ces tendances-là.
on voit bien qu'aujourd'hui, il y a deux sujets qui émergent fortement. C'est le sujet de l'attractivité et c'est le sujet de la rétention des talents, hein, donc cette capacité à attirer et cette capacité à fidéliser. Et aujourd'hui, c'est quand même le phénomène, les deux phénomènes qui touchent le plus le monde de l'entreprise dans le contexte actuel. Et à côté de ça, on voit bien cette accélération du rythme parce que on doit contribuer à la performance de l'entreprise et en même temps, on doit prêter soin aux collaborateurs pour qu'ils se sentent bien dans leur environnement de travail. Donc c'est cette architecture qui est parfois difficile à composer et sur lequel l'ARH dans son ensemble est à l'œuvre. Alors justement, j'en viens à ma prochaine question. Quels sont du coup les enjeux de la fonction RH en 2022 selon vous ? Alors il y en a plusieurs, je les mets pas forcément dans l'ordre, mais forcément avec la crise sanitaire, on voit bien une montée de la flexibilité du temps de travail. Ça c'est un sujet et auquel y est associé l'équilibre de vie pro-perso. Ça c'est vraiment un phénomène très fort post-Covid qu'on perçoit, qu'on entend, qu'on ressent chez les collaborateurs, mais dans toutes les entreprises. En moyenne, vous avez combien de jours de télétravail chez Kiloutou ? Enfin, peut-être au siège, après, c'est un peu différent dans les agences, j'imagine. Alors forcément, chez Kiloutou, on touche du doigt. Il y a des métiers qui sont télétravaillables et d'autres pas. Forcément, un conducteur poids lourd, un technicien, plus compliqué. Un responsable d'agence, c'est tout de suite plus difficile. Par contre, les métiers du siège et quelques métiers en région sur le terrain ont pu être bénéficiaires d'un accord sur la base de 2 jours. Et la manière dont on l'a construit, c'est en interrogeant les collaborateurs. Et c'est pour moi la meilleure des démarches, c'est cette notion d'écoute du terrain, parce que il n'y a pas eu d'excès. Le consensus général, il était autour de 2 jours. Les équipiers, les managers, les dirigeants étaient plutôt d'accord là-dessus, plutôt en osmose sur ce point-là. Ah, donc après la flexibilité au travail, est-ce qu'il y a d'autres enjeux Pour moi, il y a forcément un enjeu de digitalisation, qui ne doit pas nuire à l'humain, mais qui doit être un accélérateur de bonnes pratiques. Et donc, aujourd'hui, toutes les cordes des ressources humaines sont touchées par les phénomènes de digitalisation, que ça soit le recrutement, la formation, la gestion de carrière, l'expérience collaborateur. On voit qu'il y a de plus en plus d'outils digitaux qui viennent accélérer des pratiques, faciliter des pratiques chez le collaborateur ou chez le manager. Donc ça, c'est un marqueur qui est fort. Je pense qu'il y a aussi post-Covid un gros travail sur c'est quoi être manager, c'est quoi être manager dans un environnement hybride, mais c'est quoi être manager aujourd'hui. On voit qu'il y a un renversement, on parle de manager coach, etc. Je pense qu'il y a une attention plus forte qui doit être portée sur l'individu et ça passe par de la formation et de l'accompagnement des managers à d'autres postures, à d'autres techniques de management, et ça c'est une tendance lourde que l'on voit. Parce que c'est le premier point d'attachement d'un collaborateur, c'est savoir avec qui il va travailler. Il y a qu'est-ce que je fais et avec qui je le fais. Et donc, le manager a un poids dans le maintien d'un collaborateur au sein d'une entreprise, dans sa fidélité. Et puis ensuite, il y a l'attrait pour la mission qui doit être forte, parce que si ces 2 points-là ne sont pas forts, il y a toutes les chances que la durée de vie de l'équipier ne soit pas très longue. D'accord. L'expérience collaborateur, c'est aussi quelque chose à laquelle vous faites attention, même à partir je dirais peut-être même du recrutement ? Oui, c'est quelque chose auquel on attache de plus en plus d'importance et moi je me suis souvent posé la question, mais c'est quoi la différence, parce que il y a beaucoup de termes un peu barbares, un peu psycho RH, donc expérience collaborateur, qualité de vie au travail, etc. Donc beaucoup de notions un peu techniques et pour moi l'expérience collaborateur elle est plus large que la qualité de vie au travail. C'est-à-dire que l'expérience collaborateur permet d'être
aussi d'intégrer cette dimension de qualité de vie au travail. C'est dans quel environnement je suis et comment je vais pouvoir être efficace et me sentir bien au sens de l'agréabilité entre guillemets, mais on se rend compte que l'expérience collaborateur, elle permet d'aller plus loin parce qu'à un moment, un collaborateur, il y a sa vie professionnelle, mais sa vie personnelle peut avoir un impact dans sa sphère de travail. On peut parler de la mobilité, on peut parler de la maladie, on peut parler d'une naissance. Voilà, tous ces éléments-là vont avoir un impact et l'expérience collaborateur doit travailler aussi ces sujets-là pour permettre aux collaborateurs de se sentir bien dans son environnement de travail. Et donc, pour moi, l'expérience collaborateur va un petit peu plus loin. Elle touche aussi des pans un peu plus personnels, sans s'immiscer, bien entendu, mais des pans que l'on va chercher à faciliter pour que ça ait le moins d'impact négatif dans le quotidien professionnel de notre collaborateur. D'accord. Les soft skills, est-ce que c'est aussi quelque chose un enjeu pour vous en 2022 ou... Alors c'est un enjeu sans en être un, c'est-à-dire que pour nous ça fait partie de notre ADN, c'est-à-dire que pour nous, les soft skills sont supérieurs aux hard skills parce que on est sur un métier de relation en grande majorité, où on est sur un métier où on accepte aussi d'intégrer et de former nos collaborateurs. Donc, lorsqu'on est amené à recruter, on va d'abord s'attacher aux soft skills, c'est-à-dire qui tu es, comment tu fonctionnes, avant de savoir qu'est-ce que tu sais faire. Voilà, les métiers du commerce, on se rend compte que c'est avant tout des soft skills. Le métier de technicien, nous on accepte de former et donc on va plutôt s'attacher à des comportements de rigueur, de service, de maîtrise du détail, plus que j'ai des compétences ultra développées en électricité, en mécanique, en hydraulique. Ça, on accepte de se dire, si on a des appétences, et si on a un comportement qui est adapté, on va accepter de former l'équipier à ces gestes techniques. D'accord. Kiloutou, ça représente 5000 collaborateurs en France, 6000 en Europe, dans 4 secteurs distincts, 4 métiers, les métiers du transport, de la technique, du commerce, des métiers support aussi. Est-ce qu'en 2022, 1000 recrutements, en 2022, je crois qu'il y a 1000 recrutements qui sont prévus. Comment faites-vous pour fidéliser, attirer ces talents ? Alors, je vais juste rectifier un petit point. C'est plus 5000 et c'est plus 6000, mais c'est 6000 et 7000. D'accord. Donc voilà, effectivement, Kiloutou, dans la croissance que nous avons, elle passe aussi par des acquisitions et par du développement organique. Et nous avons notamment effectué un gros rachat d'un peu plus de 500 personnes au Danemark. Et nous sommes maintenant présents au Danemark. Et donc, l'entreprise a fortement cru sur l'année 2021 par des acquisitions et par du développement organique. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, on est près de 6000 en France et près de 7000 en Europe. Donc voilà. Et donc ensuite, qu'est-ce qui fait à un moment que l'on va réussir à fidéliser les hommes? Je pense que pour nous, il y a plusieurs facteurs. Un, je vous l'ai laissé entendre. Kiloutou est une entreprise en développement et donc on a un projet avec une stratégie forte et ambitieuse, et donc je pense que ça c'est un phénomène d'attrait pour les candidats. On est sur un métier qui a de l'avenir. Voilà, on est dans une économie du partage et la location de matériel est un contributeur de cette économie de partage, puisqu'on va se partager un matériel entre plusieurs clients. Donc des valeurs. Donc voilà, donc cette notion de développement durable, elle nous touche, et puis c'est un sujet qu'on essaie de déployer au travers de gammes de matériel un peu plus verts, etc. Donc on a un projet d'entreprise très fort et qui est plutôt attractif pour un candidat. Qui dit projet fort dit aussi perspective d'évolution. Et aujourd'hui, notre politique de promotion interne, c'est vraiment un facteur clé dans la rétention de nos collaborateurs, puisque plus de 50% de nos managers sont issus de la promotion interne. Et c'est quelque chose auquel on ne veut surtout pas renoncer. On veut continuer de pousser le curseur sur notre capacité à offrir des perspectives d'évolution à nos équipiers. Donc ça, c'est
c'est un deuxième moteur. Le troisième, c'est l'autonomie qu'on peut confier dans le métier. Voilà, quand on est conseiller technico-commercial, on va négocier avec son client. Voilà, et donc cette possibilité de négocier, cette possibilité de travailler des événements clients un peu spécifiques, d'organiser un déjeuner avec des clients, d'organiser un événement festif, etc. Donc voilà, il y a un pouvoir d'initiative très important à tous les niveaux de nos métiers, et ça, je pense que c'est un élément qui est plutôt sexy. Puis le dernier, alors c'est celui qu'on aime bien mettre en avant. On aime bien le concept de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Et je pense que on a plein de déclinaisons au travers de vidéos qui illustrent ça. Mais c'est aussi dans le quotidien. Je pense que la grande force de Kiloutou, c'est sa capacité à entrer en relation. Donc on attache beaucoup d'importance à la simplicité, à la convivialité, à la proximité. Voilà. Et ça se décline à tous les niveaux de l'entreprise. Le tutoiement, par exemple, il existe à tous les niveaux. En échangeant avec vous, la semaine dernière, on était dans un événement interne. J'étais en accès privilégié avec notre président, avec notre directeur général, et donc je pouvais discuter, échanger, blaguer avec lui, mais je pouvais le faire aussi avec des conducteurs poids lourds, qui me racontaient leur vie, leur quotidien, à qui je pouvais poser des questions, avec qui je pouvais blaguer aussi. Voilà, donc cette accessibilité, cette proximité, c'est une valeur forte. On attache beaucoup d'importance à l'informel. Alors ça doit pas se faire au détriment du formel, et ça c'est un point de vigilance. Mais voilà, pour nous, la machine à café, la pizza, le barbecue, c'est ce qui fait qu'on devient jaune. Séminaire, voilà, c'est ce qui fait qu'on devient un jaune, et c'est ce qui fait que il y a une forme de chaleur humaine qui existe, et qui fait qu'on sent bien, même si le métier est difficile, même s'il y a la pression du client, il y a le plaisir d'être ensemble qui reste fort, et ça, je pense que c'est une clé de notre succès, et c'est ce qui fait que les gens peuvent rester plus attachés que la moyenne à l'entreprise Kiloutou. D'accord. Comment ça se passe en onboarding chez Kiloutou ? Alors le onboarding, ça a été un gros sujet de travail, notamment dans le cadre de l'expérience collaborateur. Ça a été un des premiers piliers sur lequel nous avons œuvré. Et donc, pour nous, il y a plusieurs sujets. On a retravaillé tout le processus de onboarding, c'est-à-dire qu'on a fait réfléchir les managers, on a fait réfléchir des collaborateurs, des nouveaux équipiers autour de qu'est-ce qui va faire que vous allez vous sentir bien et que vous n'allez pas être stressé en arrivant chez Kiloutou. Et donc, on a décliné tous les temps, toutes les étapes qui devaient faciliter l'arrivée d'un nouvel équipier pour qu'il se sente bien chez Kiloutou. Et donc, derrière, c'est un processus complet avec des temps conviviaux. Je vais prendre quelques illustrations. Un nouvel équipier, quand il arrive, généralement, c'est un petit déjeuner avec l'ensemble de l'équipe. C'est un déjeuner avec son manager le premier jour. Voilà. Donc un vrai accueil. Ça, on vient le valoriser avec ces temps managériaux. J'ai envie de dire détendus. Ensuite, c'est un parcours qui va de 4 à 8 semaines, qui est balisé tout au long des semaines, où le manager fait des points réguliers, généralement de manière hebdomadaire, et on est venu supplanter l'ensemble de cette démarche avec une plateforme digitale de onboarding qui vient délivrer du contenu informationnel auprès de l'équipier avant qu'il arrive. On parle de pré-boarding, et après son premier jour. Et là, il va découvrir différents films, différentes vidéos, différents contenus qui vont lui permettre de mieux appréhender la culture de la boîte et les métiers de l'entreprise. D'accord. Comment avez-vous abordé l'arrivée sur le marché du travail des générations Z et Y ? Elles sont plus mobiles, elles sont plus connectées, elles sont soucieuses de leur bien-être. Comment avez-vous pu aborder
ce virage? Je vais le formuler un peu de manière simple. On le prend pleine face, voilà. Mais effectivement, les exigences sont plus fortes. On a coutume de dire qu'on est dans un rapport inversé, c'est-à-dire que dans un entretien de recrutement, c'était qui vous êtes, qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise. Et là, on est dans un rapport inversé, c'est-à-dire que c'est le candidat qui nous demande qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, pourquoi, comment vous allez gérer la ressource humaine que je peux représenter, etc. Donc ça, c'est une vraie tendance de fond, parce que on a eu une reprise forte du recrutement, mais aussi, comme je vous le disais, parce que je pense que il y a de nouvelles aspirations chez les candidats, et donc l'entreprise doit s'y adapter, et c'est là où la digitalisation peut avoir un rôle. C'est là où on sonde beaucoup plus les attentes, le ressenti de l'équipier, du collaborateur dans son métier. Forcément, ça renvoie à une exigence plus forte en termes d'évolution de carrière, en termes de formation. Donc, on doit vraiment, les RH doivent aller plus vite. On se rend compte que chaque année, l'équipier a besoin d'avoir plus de visibilité, a besoin de sentir qu'on s'occupe de lui. Ça, c'est un facteur important que l'on observe. Donc, c'est une exigence très forte sur les managers, qui pèse sur les managers. Et puis, c'est une exigence très forte qui porte sur les DRH, les directions des ressources humaines, parce que on doit être beaucoup plus attentif aux signaux faibles, et parce que on doit être apporteur de plus de solutions pour nos collaborateurs. D'accord. Donc là, vous parliez de digitalisation, ça se traduit comment? Est-ce que c'est dans vos recrutements? Est-ce que vous utilisez aussi des outils après l'arrivée du collaborateur? Alors dans le recrutement, alors ça c'est une conviction personnelle, mais qui est globalement partagée dans l'entreprise. On est partisan de l'authenticité, c'est-à-dire que on a beaucoup sondé les candidats. Et ce qu'on a observé, c'est qu'ils attendaient des choses simples et vraies. Et donc, nous, on fait pas le choix du gaming, du métaverse, etc. On fait un choix autre qui est basé sur l'entretien. Donc, pour nous, le facteur clé de succès, c'est la rencontre. Donc, on reste sur des entretiens individuels. On ouvre la possibilité de faire ce qu'on appelle, nous, des entretiens flash, c'est de permettre à des candidats qui n'ont peut-être pas le CV idoine d'avoir la chance de faire la démonstration que leurs soft skills peuvent coller à Kiloutou. Et donc, on offre la possibilité aux candidats de prendre rendez-vous avec un recruteur et d'avoir un entretien en visio court. Généralement, c'est 10 à 15 minutes. Et à lui de nous démontrer que il peut être intéressant pour Kiloutou, mais il n'y a pas de CV. Voilà. Donc, on prend rendez-vous. D'accord. On n'a pas la visibilité sur le CV. Et puis, c'est la rencontre qui va nous permettre de nous dire tiens, on peut aller plus loin. Et ensuite, pour moi, rien de mieux que la transparence. Et donc, plutôt que d'entrer sur des logiques de gaming, etc., nous, on offre carrément la possibilité aux candidats de passer une demi-journée ou une journée dans leur futur environnement de travail. Donc, ils vont rencontrer leurs futurs collègues, leurs futurs boss, leur futur environnement de travail. Et à la fin, c'est eux qui vont nous dire, j'ai envie d'aller plus loin ou pas. Mais à un moment, on vient lui montrer la vraie vie. C'est une des plus grosses inquiétudes et une des plus grosses critiques que les candidats font, c'est on nous raconte de belles histoires, mais quand on se retrouve sur le terrain, on a le sentiment de s'être fait flouer. Et donc nous, on veut surtout pas tomber là-dedans. On montre la vraie vie avec ses bons côtés et ses moins bons. La transparence. C'est la transparence. On voit l'atelier, on voit le comptoir, on voit les clients, on voit la manutention, on voit tout ça. Et donc pour nous c'est important pour que la personne elle puisse bien se projeter et se dire je sais à quoi m'attendre, et à la fin si on se dit oui, c'est en connaissance de cause,
et de notre côté et du leur. Et pour nous, ça vaut toutes les démarches un peu digitalisées qu'on peut voir sur le marché. Et ça part vraiment d'un constat de ce qu'attendent les candidats. Voilà, ils ont besoin d'interaction, ils ont besoin de voir, de toucher, d'échanger. C'est ça qui prime plus que le reste. D'accord, ok. Je crois aussi que vous allez dans les écoles. Est-ce que, pour aller former, parler de vos métiers, informer plutôt les jeunes des métiers qui existent. C'est un des gros sujets. C'est que nous, on est sur des métiers opérationnels. Et retenez un principe simple, c'est que tous ces métiers sont en tension, c'est-à-dire qu'on rencontre des difficultés de recrutement. Ces difficultés, elles viennent de différentes raisons. Et une des raisons, c'est que les jeunes ne s'orientent peut-être pas toujours vers les bons métiers, vers ceux qui ont de l'avenir. Et donc, de plus en plus tôt, c'est-à-dire que on va à la rencontre des écoles pour expliquer et pour montrer les métiers. Et on le fait en s'appuyant sur des ambassadeurs. Et les ambassadeurs, c'est quoi ? C'est des personnes qui occupent le job et qui vont parler de leur métier dans ses bons côtés comme dans ses moins bons, plus qu'une parole RH. Alors on sait le faire, mais à un moment le fait d'avoir des vrais gens qui font, ça donne aussi de la crédibilité supplémentaire. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et on le fait avec un rapport un petit peu particulier, c'est-à-dire que aujourd'hui, comme beaucoup, on travaille post-bac, etc. sur des bac plus 2, des bac plus 3. Voire plus si besoin. Nous, on essaie d'avoir une approche qui remonte d'un cran, et donc on va aussi dans les collèges pour évangéliser ces jeunes sur leur future orientation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la société française, c'est le règne du classicisme, donc bac. Faut aller faire le bac, plus de 80%, le bac classique, et puis on continue à l'université ou dans de grandes écoles, etc. Et généralement, nous, on veut redorer la filière professionnelle, et je le dis d'autant plus facilement que j'en suis pas un produit. Donc voilà. Parce que c'est pas la filière des jeunes qui ne réussissent pas dans leurs études. C'est à un moment, nous, on veut semer des petites graines pour dire, conducteur, technicien, boucher. Alors moi, boucher, je suis pas concerné, mais pour échanger avec de grandes enseignes de la distribution alimentaire, je sais que c'est une vraie gageure de trouver des bouchers, des boulangers, etc. Et donc voilà, qu'à un moment, les jeunes puissent toucher du doigt différents métiers et se dire, tiens, moi ça j'aimerais peut-être bien le faire, et donc de très très tôt de prendre la bonne orientation et pas de prendre la filière classique ou de me retrouver dans une filière garage sans avoir réfléchi à ce que j'aurais pu faire étant plus jeune. Donc pour nous, le collège est une clé. 4e, 3e, c'est vraiment un point de bascule pour ces jeunes-là. Et s'ils ont envie de poursuivre leurs études, ils peuvent le faire. Et s'ils ont envie d'exercer un métier peut-être un peu plus manuel ou coiffeur ou que sais-je, il faut qu'ils aient cette possibilité. Et pour ça, ça veut dire découvrir ces métiers. Et donc, ça suppose qu'il y ait des gens qui en parlent. Ça suppose qu'ils puissent aller le toucher au travers du doigt, au travers d'un stage. Et ce champ-là, c'est un champ qu'on investit de plus en plus dans notre entreprise. Mais je pense qu'il n'y a pas que nous qui le faisons. On voit que d'autres sont en train d'y venir. Finalement, pour la quasi-assurance, en plus, pour ces jeunes, d'avoir du travail plus tard, puisque justement, il y a pénurie. C'est le grand renversement. On dit que on ne sait pas quels seront les métiers de demain, que plus de 70% de ces métiers, on ne les connaît pas. On aura toujours besoin de bouchers et de, on a toujours de besoin transporteurs. de bouchers, et puis un boucher demain peut faire un autre métier. Ça, c'est un renversement. Alors, je pense qu'il y a encore quelques barrières mentales et psychologiques à lever à l'échelle de l'éducation nationale, mais à l'échelle de l'entreprise aussi. Mais on voit bien qu'on va pouvoir exercer plusieurs vies, et ça, on l'observe de plus en plus. Chez Kilotou, on sait aujourd'hui, vous l'avez évoqué, qu'il y a une forte pénurie de main-d'œuvre, de talents dans le domaine, dans les secteurs, dans divers secteurs, mais dans le secteur du BTP, et des transports. Est-ce que, chez Kilotou, quelles sont vos armes pour y remédier à cette pénurie ?
Alors les armes, je les ai un petit peu citées tout à l'heure. Cette notion d'évolution de carrière, c'est une clé pour nous. Cette autonomie confiée dans le job, pour nous, c'est aussi important. Et puis l'ambiance de travail. On s'aperçoit que ça devient un critère important pour les collaborateurs, par-delà les notions de sens, etc. Moi, j'aime bien rester sur des choses très concrètes et très accessibles pour tout à chacun. Donc voilà. Donc pour nous, les clés sont principalement là. Voilà. Après, c'est la richesse du métier, c'est la stratégie d'une boîte, etc. Mais c'est souvent un petit peu plus opaque pour les équipiers, surtout quand ils sont dans de grandes entreprises. Voilà. Mais en tout cas, nous, nos leviers, c'est notre ambiance de travail, c'est le plan de développement, c'est les perspectives de carrière, et puis c'est l'accompagnement qu'on va pouvoir y mettre au travers du manager et au travers de la formation, puisque on investit beaucoup sur ce sujet-là. Benoît, à votre avis, quelles sont les qualités essentielles à un RH en 2022 ? Alors pour moi, il y en a une fondamentale, c'est si on n'aime pas les gens, je pense que c'est sans doute pas le meilleur des métiers vers lequel il faut aller. Mais ça, c'est un précepte de base à mes yeux. Je pense ensuite qu'on va retrouver des clés relativement classiques. La dimension relationnelle, elle fait partie du job, voilà. Et puis cette notion de service, elle doit être ancrée aussi parce que on est au service d'une entreprise, on est aussi au service de collaborateurs. Et ça, je pense qu'il faut pas le perdre de vue. Je pense qu'on contribue ou non à ce que les gens soient engagés, se sentent bien et envie de rester dans l'entreprise. Voilà, ça on y contribue grandement. Donc pour moi, le relationnel, le sens du service, et puis ensuite, on vous demandera toujours de l'organisation. La notion de stratégie, effectivement, elle nous touche. Mais je reviens là-dessus. La crise sanitaire, on l'a jamais anticipée et il a fallu lui y faire face. Et donc cette notion de souplesse ou d'adaptabilité, pour moi, elle est fondamentale. Alors effectivement, on doit essayer de tracer un cap sur un temps long, mais ensuite il va y avoir des hauts et des bas parce que vous allez vous adapter. Peut-être que votre entreprise, elle marchera très bien, elle se développera. Peut-être que ça sera moins le cas à un moment donné, et ça va vous demander une adaptabilité, une souplesse. Il y aura des facteurs externes qui vont se présenter. Vous devrez vous y adapter. Il y a un réglementaire en France qui reste toujours très élevé, et là aussi vous devez vous y adapter. Donc pour moi, l'adaptabilité reste une carte maîtresse dans le jeu des ressources humaines. D'accord. Alors Benoît, il me semble que vous aimez la poésie. Si vous deviez écrire un poème sur votre métier, quel en serait le titre ? Alors, si vous êtes poète aussi, vous devez savoir que ça prend du temps. Donc, c'est difficile de répondre comme ça en un temps court. J'aime bien les challenges. Voilà, mais là, comme ça, vous me laissez un petit temps de réflexion. Et donc, pour avoir un petit temps de réflexion supplémentaire, je rajouterai un point. Les poètes maudits vous expliquaient souvent qu'il fallait être mal pour avoir du talent et savoir écrire. Moi là, je ne me sens pas mal, donc c'est forcément plus difficile de produire. Mais pour prendre une idée, je vous aurais dit, je suis un passionné, et donc moi les ressources humaines, c'est quelque chose qui me passionne, et je pense que c'est presque à la naissance, et j'irai jusqu'au bout. Donc j'aurais repris le titre d'une chanson de France Gall et de Michel Berger qui s'appelle Ma déclaration. Joli. Parce que je pense que j'ai plutôt une relation assez amoureuse avec les ressources humaines. Ma femme ne m'en voudra pas, je pense. Mais c'est plutôt comme ça que je le regarderai. Alors, ne me demandez pas de faire des vers tout de suite, il me faudra un petit temps supplémentaire. Pas. Merci Benoît, c'est un réel plaisir d'échanger avec vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La Tête de l'Emploi, qui, je l'espère, vous aura plu. Je remercie encore Benoît Paxieux d'avoir accepté notre invitation. Tous nos podcasts sont à retrouver sur les plateformes d'écoute et sur Hippolyte RH. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.